Je propose que nous commencions. Bienvenue puisque vous êtes le seul participant jusqu'à présent. Voilà, on va commencer je pense par l'e-démocratie. Démocratie numérique. Voilà, la démocratie numérique qui consiste en l'utilisation d'Internet pour développer la démocratie en se servant de sites web comme support. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec ce support-là, la démocratie avance ? Je veux dire pour moi, donc le numérique pour moi est important de nos jours parce que ça nous permet de s'ouvrir sur le monde, de la façon comme on perçoit le monde et l'Union européenne. Mais le problème de nos jours, c'est que on nous parle de liberté d'expression dans le numérique, mais pour moi, elle n'est pas, je veux dire, à son paroxysme, c'est-à-dire elle n'est pas dans sa forme la plus pure. Donc, parce que pourquoi actuellement, donc les médias, enfin les sites numériques que nous connaissons tous sont un petit peu, je veux dire, muselés, sont surveillés par une élite européenne qui se permet, je veux dire, d'imposer leur vision. Voilà, ils nous mettent, comment dire, des messages, des textes ou des trucs comme ça. Si on n'est pas d'accord, on est catalogué de populiste. Moi, je trouve ça un petit peu aberrant de nos jours. Ça peut être une bonne chose, mais le problème, c'est qu'elle est mal utilisée par une certaine élite, et c'est dommage. Donc vous avez l'impression qu'en fait, ce que vous écrivez, vous, comme citoyen, sur les sites, est contrôlé, que vous n'êtes pas tout à fait libre. Pour moi, on n'est pas libre. Nous sommes contrôlés. Par qui ? Par quoi ? Mais nous sommes contrôlés. Parce que je remarque, déjà, quand on se permet de mettre un commentaire sur un article paru sur un site de médias, 2 minutes après, si vous êtes en contradiction avec ce que mettent les médias, votre message est supprimé. Pour quelle raison ? Point d'interrogation. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas dans le sens du politiquement correct. Donc voilà, non, ça ne peut pas aller comme ça. C'est qu'ils veulent nous faire dire ce qu'eux veulent entendre. Ils ne veulent plus entendre ce que le citoyen pense vraiment. Et ce qui est tout à fait dommage et négligeable. Donc voilà. D'accord. Et si on prend par exemple les Gilets jaunes, c'est quand même par les sites web qu'ils arrivent à se mobiliser en France. Bien sûr, parce que ils utilisent surtout, nous connaissons le réseau Facebook. C'est vrai qu'il est fort utilisé. Nous connaissons parce que voilà, les Gilets jaunes pour moi c'est une continuité de ce qui s'est passé dans les printemps arabes. Et ils ont vu l'impact que ça a eu. Peut-être pas dans le bon sens, mais il y a un impact. Donc les gens maintenant, quand ils sont en contradiction avec le monde politique et avec une certaine élite, oligarchique, excusez-moi du terme, donc qu'est-ce qu'ils disent ? Passer par les réseaux institutionnels, ce sera impossible. On sera cadenassé, on sera surveillé, on sera épié, on sera même, je veux dire, contrôlé et arrêté. Donc qu'est-ce qu'il faut ? Ils utilisent les réseaux sociaux. Facebook en est l'exemple le plus parfait actuellement. Les Gilets jaunes, nous connaissons, c'est grâce à ce réseau-là qu'il a pu s'étendre. Voilà. Mais le problème maintenant, c'est que les élites ont remarqué que Facebook n'allait pas dans leur sens. N'allait pas du tout dans leur sens. Nous le voyons dernièrement, la France veut faire passer une loi pour justement contrôler les médias, contrôler les réseaux sociaux, en limitant la liberté d'expression et le fait de propager donc, une manifestation citoyenne. Et c'est ce que je déplore. En fait, ici, c'est enregistré dans l'idée d'en faire une synthèse. Bien sûr. Et ce sera soumis au Parlement européen, toutes les idées qui seront rassemblées. Qu'est-ce que vous auriez à dire, vous, à ce Parlement européen par rapport à la démocratie numérique ? Il faudrait que nos élites puissent entendre le cri des citoyens, qu'ils puissent nous laisser libre choix de nous exprimer, dans le respect de tout à chacun. Voilà, je préfère le dire. Ça ne peut pas être aussi un déferlement de haine. Voilà. Nous pouvons être constructifs, mais laisser le citoyen le libre choix de pouvoir décider de sa vision de cette démocratie numérique, et non pas celle voulue par l'élite. Quelle est votre vision, vous, en tant que citoyen, de cette démocratie numérique ? Je suis, je veux dire, proche du parti pirate, au niveau du numérique, qui prône une liberté totale, sans contrôle. Je veux dire, dans le bon sens du terme. Voilà, donc je suis pour une utilisation numérique le plus large possible, sans être enfermé et sans être surveillé. Vous pouvez expliquer ce que c'est, ce pirate ? Le mouvement pirate, je ne suis
pas, je vais dire, membre, je ne suis pas sympathisant, mais je partage une certaine vision de leur politique et la façon comme ils veulent gérer le numérique. Pour eux, c'est quoi? C'est qu'ils veulent limiter, je veux dire, la mainmise de l'élite, c'est-à-dire en mettant en place des droits d'auteur, des trucs comme ça. Donc voilà, donc empêcher, je veux dire, voilà, c'est ah non, tu peux pas mettre ça parce que un acteur ou un chanteur l'a imposé. Au nom de quoi? On parle de démocratie, mais il faut d'abord l'appliquer à soi-même. Donc voilà, donc c'est une, je vais dire, une conception du numérique la plus large possible. Donc c'est-à-dire sans limite et sans contrainte. Il n'y aurait pas des dérives à ça? Si, nous le savons tous que le problème de nos jours, le numérique peut amener à des dérives populistes, xénophobes. Dernièrement, avec l'attentat qu'il y a eu en Nouvelle-Zélande, donc le numérique a été utilisé par un individu terroriste pour montrer, je veux dire, sa haine d'une certaine communauté. Voilà le problème, c'est que nous sommes tout à fait conscients. C'est bien et c'est pas bien. Je veux dire, voilà, quand c'est utilisé en bon escient, oui. Mais quand c'est utilisé à des fins politiques, guerrières, meurtrières, xénophobes, là, je suis contre. Voilà. Donc en fait, il faudrait pouvoir dire ce qu'on pense, mais avec un cadre tout de même. Un cadre quand même légal, mais dans le respect de l'individu. Non pas lui dire non, mais pas lui dire non, ce que moi je veux. Je veux que tu écrives, je veux que tu mettes ce que moi je veux. Non, c'est que, ok, on a eu notre mot à dire, mais oula, il y a une ligne à ne pas franchir. Donc stop, fais attention. Tu risques d'avoir des poursuites judiciaires. Voilà. Mais tout en laissant le choix de s'exprimer. S'il veut franchir la ligne, il devra répondre devant la justice, ce qui est tout à fait logique. C'est donnant-donnant. C'est qu'on donne d'un côté, mais il y a des droits et des devoirs. Vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui les intellectuels remplissent ce rôle de dire ce qui est politiquement correct, incorrect? Ils sont muselés parce que quand je regarde, vous savez, bon, il y a plein des émissions thématiques comme C'est à vous, si vous connaissez très bien. Donc, je trouve qu'on prend souvent les mêmes. Les libres penseurs, les philosophes, les intellectuels, on prend chaque fois les mêmes. Et nous entendons chaque fois les mêmes, je vais dire, les mêmes baratas, excusez-moi du terme vulgaire, cru. Nous entendons chaque fois les mêmes bêtises. C'est jamais, je vais dire, au profit du citoyen. On essaie toujours de légitimer, je veux dire, l'intervention de l'État au niveau du numérique, au niveau de la façon de penser, la liberté d'expression, etc. Ce que je trouve ça un petit peu dommageable. Donc les intellectuels ne remplissent pas leur rôle de penseurs qui pourraient insuffler une autre... Non, parce que le problème c'est que de nos jours, les intellectuels de nos jours, je ne vous le cache pas, si maintenant on invite un intellectuel qui sera en faveur du citoyen, il n'est pas vendeur. Ça capte pas les médias. Voilà le problème. C'est que, non, ce type-là, il est pro-gilet jaune, ça ne va pas aller. Non. Donc on prend des élites justement pour critiquer cet élan de solidarité, cet élan de citoyenneté. Voilà. En les montrant des doigts, en leur disant que ce sont des gens violents, agressifs. On ne montre pas la réalité. Le problème, c'est que de nos jours, on prend encore le cas de Facebook. Facebook, certains maintenant citoyens se sont relayés. Ils relaient les vraies images de la situation actuelle sur le terrain. Ce que les médias ne font pas. Quand les médias montrent des dégâts, qu'il y a eu dernièrement à Paris, on a montré qu'un restaurant, donc le fuguet qui a été complètement brûlé, mais on ne montre pas ce qui s'est passé avant et après. Le tenant de l'aboutissant, c'est très bien, on a montré, c'est triste à dire, mais bon, il faut montrer tout. Alors que ce que nous voyons via Facebook, encore une fois via le numérique, c'est que on a montré tout au début ce qui s'est passé et c'est comment ça s'est terminé. Donc voilà, donc maintenant il y a une bataille thématique et idéologique médiatique entre les médias pro-élite et les médias pro-citoyens. Voilà. Qui nous traitent en plus de complotistes, de populistes, etc. D'accord, donc on montre une violence, celle des citoyens ne montre pas l'autre. Voilà. Qui, comme je le dis, donc voilà, je ne cautionne pas, mais il faut appeler un chat, il faut montrer la réalité, ce qui s'est passé. Et non pas, je veux dire, prendre une partie de l'image, voilà. C'est un peu trop facile. Et le problème, c'est que les médias actuels ne jouent pas leur rôle.
de journalistes, je vais dire, libres. C'est séquencé en quelque sorte. Voilà. Est-ce que vous pensez que tous les citoyens pensent comme vous? Si on prend le cas des Gilets jaunes, actuellement, je pense que 48% suivent les Gilets jaunes. Donc il y a peut-être des citoyens qui sont d'accord avec ce qui se passe, tel que le monde politique tourne actuellement. Le problème, c'est que le citoyen est d'accord. Et multiple, il est d'accord. Sans ça, je vais dire, voilà, il y en a, bon, 48% pour moi, je me base pas trop sur les sondages. Parce qu'ils peuvent être erronés. On peut lâcher tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce que bon, le passé a montré que les sondages étaient contradictoires. Comme le fameux traité de Maastricht qui a été voté en France. Qu'ils avaient dit au début que c'était pour et que ce que nous avons, ça a été contre. De même avec le Brexit. Voilà. Donc les sondages ont été faits que oui, que soi-disant le oui allait le remporter, c'est le non. Non, donc voilà, c'est ça qui... Les citoyens sont d'accord, mais le problème c'est que, je veux dire, voilà, mais le problème c'est que le combat des Gilets jaunes est perçu d'une certaine manière par une certaine frange de la société. Il y en a qui la trouvent légitime, parce que pourquoi nous sommes tous concernés. Ce n'est pas une question de blanc ou noir, mais c'est une question de cohésion sociale. Et vous avez une autre partie de la population qui croit que les Gilets jaunes sont financés et instrumentalisés par des partis populistes, de tous bords, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et c'est ça qui est dommage. C'est que maintenant, je veux dire, le problème c'est que pourquoi on fait ça? Pour casser la crédibilité du mouvement Gilets jaunes. En pointant du doigt, je veux dire un ennemi. Extrême gauche, extrême droite. Oui, regardez, ils sont infiltrés par ces gens-là. Donc les gens qui étaient de bonne foi reculent. C'est un peu comme avec la démocratie directe, parce qu'on a toujours, par exemple, Democracy International, notre organisation, on lutte pour plus de participation, plus de démocratie directe, mais en même temps, on a beaucoup de populistes, de partis du droit, de la droite, qui font la démocratie directe leur truc, disons, comme si c'était juste une chose du côté droit, disons, et c'est un peu... Je peux vous comprendre. Le problème de nos jours, c'est que l'Europe a failli à sa tâche. Que ce que nous voyons à chaque élection européenne, ce sont les partis populistes qui sont en première ligne au niveau des scores électoraux. Pourquoi? Parce que l'Europe n'a pas fait ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire au service du citoyen. L'Europe, les élites, l'oligarchie, elle a servi des lobbies, un système qui a été à l'encontre de la vision européenne solidaire chez certains citoyens. Alors qu'est-ce qu'ils font? Donc il y a une brèche. La brèche a été utilisée par qui? Par les populistes de tous bords, qu'ils soient de gauche ou de droite, extrême gauche ou extrême droite. Pour moi, c'est la même chose. Faut pas cataloguer que l'extrême droite. Voilà. Moi, c'est ma vision des choses. Voilà. Moi, les extrêmes, c'est mauvais. Voilà. Donc voilà. Donc ils utilisent cette démocratie justement numérique pour justement imposer leur vision mortifère. Excusez-moi de vous le dire. C'est une idéologie, une vision mortifère. Mortifère parce que donc prenons le cas de l'extrême gauche, je ne conçois pas, je veux dire, je me vois mal vivre dans un état style Venezuela ou Cuba, parce que je suis un libéral dans l'âme. Pourquoi? Parce que je crois en la liberté d'entreprendre, la liberté de circulation, la liberté de croire ou de ne pas croire, donc la liberté de m'habiller comme je veux. Donc voilà, donc j'ai une vision, je vais dire, politique qui est différente de celle prônée par les extrêmes. Voilà. Je suis contre toute intervention militaire qui est prônée par une certaine vision d'une politique, surtout la droite conservatrice. Je veux dire, au nom de quoi on se permet d'imposer une démocratie à un État alors qu'on ne l'impose pas nous-mêmes. Donc voilà. Donc moi je trouve que il faut pouvoir discuter en bon père de famille, se mettre autour d'une table. C'est ce qu'on fait au sein d'une famille. Quand ça ne va pas entre frères, entre parents, on se met entre table. Voilà, on discute. On se tape pas dedans. Le problème, c'est que maintenant, c'est celui-là qui montre qu'il a le plus de torse. Voilà, c'est moi qui a plus de pouvoir, c'est moi qui a plus d'armes, donc je vais te casser.
si tu n'es pas d'accord avec moi, je vais te casser. Non, non. Nous le voyons aujourd'hui, avec le flux migratoire. C'est dû à quoi? Parce que les jeunes ne prennent plus la peine de s'entendre. On vit dans un... Et mortifère, pourquoi aussi, comme je dis mortifère? Parce que ils prônent une politique identitaire, ce que je ne supporte pas. Au nom de quoi? Parti extrémiste ou le pouvoir en général? Non, le parti extrémiste. Et le problème maintenant actuel, c'est que le pouvoir a senti, il sent le vent tourner. Les partis traditionnels que je connais, qu'ils soient de droite, de centre-droit, même certains qui se disent de gauche, donc ont vu le vent tourner au profit des partis populistes. Qu'est-ce qu'ils prennent? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les thèses, ils prennent les termes qui sont chers aux citoyens. Et le problème, c'est que voilà, je suis en train d'un petit peu de dépasser le cadre, je vais dire, de l'organisation aujourd'hui. Donc voilà, donc ils utilisent des termes, c'est dire quoi? C'est sur l'immigration, l'identité. Voilà, la droite l'utilise à plein régime, nous le voyons. C'est l'identité par-ci, l'identité par-là. Non, non, c'est pas ça ma vision de la politique européenne. D'accord. D'autres questions? Je crois que Jörg voulait dire quelque chose. Ich weiß nicht, ob er darüber schon geredet hat, aber mein Gedanke, du müsst jetzt übersetzen, einfach nur, oder die Frage wäre, aus meiner Sicht wissen ganz viele Menschen, dass wir die Lösung oder die Probleme, die wir haben, noch gemeinsam lösen können. Faites doucement. Son avis est que beaucoup de gens savent déjà qu'il faut trouver une solution pour nos problèmes ensemble. Und die Frage, die sich daraus ableitet, wie gestalten wir die Demokratie auf einer höheren Ebene, damit wir als Bürgerinnen und Bürger halt auch die Mitsprache bekommen und haben, die wir uns wünschen. Weil ohne uns geht es nicht. Wenn wir eine Diskrepanz bekommen, die da oben, wir hier unten. Et donc, sa question est comment on peut créer ou comment on veut développer cette participation sur un niveau plus haut. Oui, pour que nous, comme citoyens et citoyennes, aient des moyens ouais, et de décider aussi sur des choses. Und von daher, glaube ich, müssen wir neu überlegen, wie wir Europa, wie gesagt, ein demokratisches Europa neu gestalten können, mit Mitspracherechten für uns. Und die entscheidende Frage, welche Themen müssen auf welcher Ebene entschieden werden? Et pour lui, c'est ça la question. Comment est-ce qu'on peut créer cette Europe où on peut vraiment participer, co-décider? Et qu'est-ce qu'il faut décider sur quel niveau politique en fait? Donc pour moi, pour pouvoir faire changer les choses, il faut déjà donner la chance aux citoyens de participer. Et non pas, je veux dire, laisser à une certaine élite de décider. Voilà. C'est que voilà, nous sommes, je veux dire, voilà, le jour où on donnera la possibilité à un mouvement citoyen pro-européen, à des citoyens, je veux dire, de tous bords, se réunir autour de la table. Voilà, qu'est-ce que nous voulons comme Europe? Voici l'Europe que nous voulons. Voilà. Donc avançons ensemble. Nous donner, je veux dire, la possibilité de nous exprimer. Le problème, c'est que on n'a pas, je veux dire, cette sensation de pouvoir nous laisser nous exprimer ou de participer aux décisions européennes. Et c'est ce qui m'attriste. Parce que tout est organisé autour de 300, 400, 600, 700 eurodéputés, commissaires, etc. Mais sans demander notre avis. Comment voulez-vous que les citoyens puissent avoir une vision, je vais dire, positive de l'Europe si on ne lui donne pas, je veux dire, les moyens de s'exprimer? On me dit, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, mais vous votez. Oui, c'est très bien, on vote. On vote pour des personnes, on vote des partis politiques. Mais quand ils sont dans l'hémicycle européen, de un, c'est très rare quand vous les voyez, quand il y a des votes, des séances plénières. Et de deux, vous voyez qu'ils sont en train de mettre en pratique une politique qui n'est pas la vôtre. Mais vous vous dites, moi je n'ai pas voté pour cette Europe-là.
Comment ça se fait qu'ils votent ces lois, alors que moi je n'ai pas voté, j'ai voté pour un tel parti pour justement me faire entendre. Mais ce parti-là ne met pas en avant de la scène les desiderata des citoyens. Et c'est ça qui est dommageable. Les citoyens n'est pas considéré en tant que tel. Et à qui ça profite? À qui profite le crime? Encore une fois, on en revient au parti populiste. Mais alors, il faudrait passer par un groupe de pression. Comment est-ce que vous imaginez alors pour que la voix soit donnée aux citoyens? Moi, comment j'imagine? Donc, je suis contre toute forme d'anarchie. Voilà, moi c'est ce que je dis. Voilà, la solution n'est pas le fait de casser des institutions ou des véhicules ou des magasins. Non, c'est que voilà, un exemple. Nous sommes 25 citoyens. C'est un exemple que je vous donne. Ben, dans les 25, on vote pour celui qui va nous représenter. Un citoyen qui n'est pas membre d'un parti politique, qui n'est pas membre d'une association et qui n'est pas membre d'un lobby, libre de tout reproche. Voilà. On vote pour 2, 3 hommes et femmes, parité. On respecte la parité. Ça, ce n'est pas une question de femme ou d'homme, mais voilà. C'est envoyer 2 personnes, hommes et femmes, voilà, qui puissent nous représenter. Voilà. Ok. Au sein du Parlement européen, on ne demande pas d'avoir le salaire de député européen, c'est pas ça. Mais qui nous donne une partie de l'hémicycle européen. Voilà. Aujourd'hui, nous allons débattre, je ne sais pas, un exemple sur le numérique. Voilà. Nous avons ici en face de nous une centaine de citoyens piochés, faisant partie d'un mouvement citoyen européen. Voilà. Quelles sont vos propositions? Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous voulez? Ok, voilà ce que nous voulons. On pourrait imaginer que pour les 27 pays, 2 représentants par pays soient envoyés au Parlement européen. Bien sûr, je suis moi, favorable à cette vision participative citoyenne européenne, oui. Si ça peut aboutir à quelque chose, oui. Mais encore une fois, il faut que ces représentants soient apolitiques. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que ces personnes-là devront, avant d'être envoyées à l'Union européenne, c'est montrer carte blanche. Voilà. Faites-moi confiance. Je n'appartiens à personne. Voilà. Allez-y. Comment est-ce qu'on choisirait ces personnes d'après vous? C'est que, voilà, comme un employeur, qu'est-ce qu'il fait? Il lit les CV des gens. Vous avez besoin d'un informaticien? Vous n'allez pas prendre, je veux dire, un architecte. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est que ces questions-là, on prend des gens compétents, qui sauront de quoi parler. Je pense que... le début. Alors, on envoie 2 personnes par... C'est un exemple que j'ai donné 2 personnes. 2 personnes par pays, mais ça C'est peut madame. peut-être 3 ou 4. Hein. C'est moi qui ai donné l'exemple 2 Ouais. personnes par pays, mais ça pourrait être 5, ça pourrait être en fonction de la taille du pays. Donc voilà, Mais on les envoie au Parlement au Parlement européen. Parlement européen. comme... C'est-à-dire que dans l'hémicycle européen, excusez-moi. Dans l'hémicycle européen, moi, qu'est-ce que je vois, comment je vois ma vision des choses, c'est que voilà, vous avez un hémicycle ici, voilà, on va dire c'est 2 hémicycles pour les citoyens. Voilà, Aujourd'hui, démocratie numérique, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous proposez? Voilà ce que nous voulons. Et on discute. Consultation. Voilà. Et on entend ce qu'ils vont dire. Et si le mouvement citoyen n'est pas d'accord, écoutez, voilà, je vais m'en référer à ma base, leur montrer voilà ce qui s'est dit. On n'est pas d'accord. D'accord. Okay, ich will trennen. Also die Idee ist jetzt so ein bisschen halt diese Konsultationen zu haben, wo jedes Land sozusagen 2 bis 5 Leute schickt, also Bürger einfach, und die dann auch darüber diskutieren und die aber auch am Ende dann sagen, wenn das Parlament irgendwas möchte und es denen nicht gefällt, die dann sagen so, nee, wollen wir nicht und das eben ablehnen können. Et donc en fait, ils seraient envoyés dans des commissions spéciales avec chaque fois des sujets spéciaux à aborder. Also aus meiner Sicht totale Zustimmung zu wegen die Eliten, ja. Und man muss es aber ja nicht akzeptieren, sondern die Frage ist, wie kriegen wir es verändert? Und vielleicht nur ein Input. Ich glaube, hinter ganz vielen auch demokratischen Sachen steckt eine soziale Frage. Und wenn wir diese soziale Frage nicht lösen, dann fahren wir nicht nur Europa, dann haben wir ganz viele andere Dinge gegen die Wand. Yeah. Ok, d'accord. Il a dit qu'il est d'accord avec l'idée que c'est surtout les élites qui contrôlent la politique et tout ce qui se passe, mais qu'il ne faut pas l'accepter et qu'en fait,
Comment dire, chaque question démocratique est aussi une question sociale. Das ist nochmal, also jede demokratische Frage ist auch eine soziale Frage. Ich glaube, hinter ganz vielen, sagen wir, also Brexit als Beispiel, ja? Ja. Hinter dem Brexit, warum die Menschen aus der EU raus wollen, steht die Frage, mir geht's schlecht. Ich habe heute einen Artikel gelesen auf dem Land, das sind Abgehängte, die insbesondere sagen, ich möchte meine Probleme wieder im Kleinen lösen. Aber das ist nicht die Lösung, ja? Weil gerade die wirtschaftlichen Fragen global entschieden werden. Das heißt, wir müssen diese soziale Frage auf einer höheren Ebene stellen, nicht nur im Kleinen. Ok. Pour lui, Brexit, c'est un bel exemple parce que les gens, ils ont voté sur des questions sociales, mais en fait, c'était un référendum politique. Fait que c'était pas vraiment sur... ils n'ont pas décidé sur ce qu'ils auraient fallu décider. Et aussi que c'est pas possible avec un référendum comme ça, un référendum d'un pays, parce que surtout l'économie c'est global, fait qu'il faudrait décider les sujets globaux aussi sur ce niveau. Des sujets supranationaux alors qui concernent toute l'Europe. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça? Donc voilà, donc on en revient un petit peu au Brexit. C'est vrai que la consultation elle a été mal faite. Pourquoi? Parce que on a organisé un vote. Êtes-vous pour ou contre la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne? Mais le problème, c'est qu'encore une fois, c'est qu'on n'a pas expliqué, je vais dire, les fonds. Les tenants et l'aboutissant, voilà. Pourquoi nous voulons sortir de l'Europe? Le problème, c'est que les gens se sont fait avoir. Le citoyen anglais s'est fait avoir. Et qui était à la tête, justement, du Brexit? UKIP, Nigel Farage, le National British Patriot, un parti d'extrême droite, et les conservateurs anglais. Et qui était contre? C'était les partis verts et le Parti socialiste, le Labour anglais. Donc voilà, encore une fois, c'est qu'on a mal expliqué aux citoyens. Le problème, c'est que l'élite actuelle politique, il veut organiser une consultation populaire, mais il le fait mal. Il le fait mal. Encore une fois, donc sans vraiment donner les tenants de l'aboutissant, vraiment les vraies raisons. Le pourquoi du comment. En expliquant aux citoyens les conséquences éventuelles. C'est ça qui est dommage, c'est que voilà, encore une fois, c'est que l'élite et le citoyen sont déconnectés. Voilà. On nous prend pour des moutons, excusez-moi de vous le dire, on nous prend pour des moutons. On nous sort une loi, oui, vous êtes pour ou contre, votez. D'accord? Moi, en tant que citoyen libre, vous me dites de voter, oui, je veux bien voter, mais pourquoi? Expliquez-moi. Pourquoi vous êtes pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne? Donnez-moi les raisons, de A à Z. Vous êtes pour qu'elle reste? Donnez-moi les raisons. Et puis je ferai mon opinion. Et voilà. Donc c'est encore une fois, c'est oui, mais pas de cette manière-là. Ja. Genau, stimmen über A ab, aber man hat gar nicht die Informationen, die man braucht und die werden einem eben nicht gegeben. Ich meine, die Frage ist, was muss zuerst da sein, das Huhn oder das Ei? Ja, also muss ich erst mit der Bildung anfangen oder muss ich erst die Mitsprache machen? Und ich glaube, wenn Bürger und Bürgerinnen die Mitsprache haben und wissen, dann informieren sie sich halt auch. Und anhand des Beispiels der Europäischen Bürgerinitiative kriegt man auch mit, dass ganz viele Menschen politisch interessiert sind. Und zum Beispiel TTIP-CETA, 3,5 Millionen Europäer haben unterschrieben. Aber es ist halt unverbindlich. Die Politik muss sich nicht nachrichten. Und wenn man das vielleicht mal weiterdenkt, wie man das weiter ausbauen kann, dass es verbindlicher wird oder auch an dem anzusetzen, was er gesagt hat. Nicht die Politik entscheiden lassen, sondern Bürgerinnen und Bürger. Er sagte vorhin ein Beispiel, 2, 3 müssen dann mitentscheiden. Warum können da nicht alle entscheiden? Et pour lui, c'est la question est de commencer avec quoi? Avec l'éducation. Pour lui, la question est aussi avec quoi il faut commencer, avec plus d'informations, plus d'éducation, ou si on donne des pouvoirs aux citoyens, que ça vient de soi-même.
Par exemple, il a donné un exemple. L'initiative européenne citoyenne. C'est européenne, yeah. Où on peut contribuer à l'Europe, mais c'est pas bien fait parce qu'on ne peut pas co-décider. C'est juste qu'on peut donner des idées, quoi. Mais en même temps, on a vu avec quand c'était le temps de TTIP, CETA, qu'il y avait beaucoup de monde qui participait, qui signait, ouais. Mais ce serait peut-être intéressant que vous expliquiez quelle est votre organisation et quel est votre objectif en fait. Okay. Enfin. Sollst sagen, welche Organisation du bist und was euer Ziel ist? Also ich bin von einer ähnlichen Organisation wie Democracy International. Ich bin von einer deutschen Organisation Mehr Demokratie. Und wir setzen uns halt auch ein für Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie. Ja. Donc, son organisation il lutte aussi pour plus de démocratie directe, plus de participation, co-décision des citoyens et citoyennes, mais plutôt en Allemagne en fait. Oui, nos deux organisations sont très proches, disons, on fait... Ouais. Donc voilà, donc je reviens à ce que vous dites. Donc c'est vrai que pour pouvoir peser sur la politique européenne, il faudrait, je veux dire, ce genre d'initiative, mais au niveau européen. C'est-à-dire, bon, il serait temps de dépasser un petit peu nos frontières. Voilà, c'est très bien, cette initiative, elle vient d'Allemagne, mais ce serait bien de pouvoir l'initier un peu partout en Europe. C'est-à-dire vraiment créer un consortium, voilà, nous sommes là. Le problème, c'est que, vous savez, comme notre drapeau belge, on a une devise. L'union fait la force. L'union fait la force. Uni macht Stärke. Donc l'union fait la force. Donc voilà comment je vois, je vais dire, ma vision, je vais dire, de participation citoyenne. Voilà, il serait temps que, voilà. Moi, je ne veux pas, voilà. Pour moi, il n'y a pas d'Allemand, il n'y a pas d'Hollandais, il n'y a pas de Belge, il n'y a pas de Français, nous sommes Européens. Il serait temps de dépasser ce clivage-là identitaire nationaliste. Voilà, nous sommes tous issus d'un même continent. Il est magnifique, il est beau. C'est comme, je veux dire, une fleur, pour l'embellir, il faut lui donner les engrais nécessaires. Eh bien, cette Europe-là, c'est ce que je veux. C'est lui donner les engrais nécessaires pour qu'elle devienne une institution de niveau et de renommée mondiale. Et je veux qu'on perçoive cette Europe-là, une Europe de paix, une Europe de prospérité et une Europe ouverte sur le monde. Et non pas une Europe renfermée, guerrière et lobbyiste. C'est une belle finale. Excusez-moi d'être ici. Non, mais vous n'êtes pas cru du tout. Voilà. Genau, also dass eben nicht in Ländern denkt, sondern als Europäer und dass kein kriegerisches, geschlossenes Europa möchte, sondern ein eben offenes Wohlfahrts-Europa, ein wohlhabendes Europa sozusagen und dass dafür aber auch sozusagen die nötigen Samen und Nährstoffe einfach gegeben werden müssen, damit sich das so entwickeln kann. D'accord.